Donc avec le docteur Gabriel Alcoba, on va vous parler d'une problématique de santé que sont les morsures de serpents envenimés. C'est une problématique qui s'inscrit dans le grand groupe des maladies tropicales négligées, qui, comme vous le voyez, regroupe une vingtaine un petit peu de conditions plutôt infectieuses, virales, parasitaires ou bactériennes, qui sont des affections qui touchent avant tout des populations marginalisées dans les pays à bas et moyens revenus, mais pas toujours exclusivement. L'idée de les regrouper ensemble était de leur donner un poids en termes de santé publique comparable dans le même logarithme que sont le VIH, la tuberculose ou la malaria. Vous imaginez bien à ce moment-là que ça facilite en fait l'accès à des financements pour des programmes de contrôle ou pour de la recherche. Un département des maladies tropicales négligées a été créé à l'OMS il y a 12-13 ans, a abouti à un premier rapport de l'OMS sur ces maladies, une première feuille de route qui a couvert les années 2012 à 2020, et puis très récemment, une deuxième feuille de route qui va aller de 2021 à 2030, qui a été adoubée il y a 2-3 semaines par l'Assemblée mondiale de la santé, et en fait qui, pour chaque condition, définit des objectifs, soit d'éradication, d'élimination avec interruption de transmission, d'élimination en tant que santé publique, ou plus modestement de contrôle d'ici 2030. En ce qui concerne les envenimations par morsure de serpent, l'idée est de baisser la mortalité de 50% dans tous les pays fortement endémiques d'ici 2030. C'est très important, hein, cette entrée dans la liste OMS des maladies tropicales négligées, puisque c'est là que se dessinent en fait des stratégies globales de prévention et de contrôle. Et donc ce n'est pas étonnant que ça a été fêté, et ça a été fêté en fait notamment par tous les acteurs qui pendant des années ont fait du plaidoyer et de lobby pour faire rentrer cette condition dans la liste. Et parmi ces acteurs, eh ben, on en a fait partie, et notamment le docteur Gabriel Alcoba, par sa double affiliation HUG-MSF. Donc vous voyez que ce n'est pas anecdotique, hein, à peu près entre 80 000 et 138 000 décès par an, un peu plus de 2 millions d'envenimations par année. Vous voyez que les fourchettes sont larges, hein, ça dénote, disons, de données de terrain qui sont peu précises. C'est une condition qui touche avant tout des zones rurales tropicales, notamment en Asie, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. C'est vraiment des gens qui vivent dans les conditions rurales, qui sont engagés dans l'agriculture ou dans l'élevage, qui sont les plus à risque de morsure. Mais on reviendra sur les statistiques européennes et notamment suisses tout à l'heure. Donc après les moustiques vecteurs de virus et de parasites et les humains par leurs actes de violence, les serpents sont les animaux qui tuent le plus. Vous voyez que les requins, ils pèsent pas lourd dans la balance. Remarquez quand même, les hippopotames, c'est 50 fois plus que les requins, pour ceux qui font des safaris. Il se trouve que les maladies tropicales négligées font partie des deux axes prioritaires de recherche et de projets opérationnels de notre service, ainsi que d'activités de plaidoyer. Et si je reprends un petit peu la partie recherche, on a conduit pas mal de projets au Népal. Je vais m'attarder quelques minutes là-dessus. Un premier projet qui constituait à mesurer l'impact de santé publique au niveau communautaire dans plusieurs villages présumés de forte prévalence dans le sud-est du Népal. On voit en effet une incidence élevée, une mortalité également élevée, avec des patients qui décèdent dans le village ou pendant le transport à l'hôpital et finalement peu à l'hôpital. Donc on imagine bien là que les statistiques hospitalières vont être un pâle reflet de problèmes de santé publique de cette problématique. Des facteurs de risque identifiés dans cette étude, de consulter des soignants traditionnels ou l'impossibilité de trouver un moyen de transport. Par contre, un risque de décès diminué s'il y avait un accès à un traitement par antivenin ou un transport par motocyclette, ce qu'on imagine volontiers quand on voit un petit peu les conditions d'accès à ces villages. Donc suite à ça, en fait, on a mené une intervention qui était
d'une part un volet d'information aux communautés et d'autre part la promotion en fait de transport à moto par un groupe de volontaires bénévoles dans chaque village, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour transporter des victimes avec une tierce personne pour maintenir la victime au cas où des signes de paralysie surviennent pendant le transport. Et ça aboutit vraiment à une baisse tout à fait nette de la mortalité entre avant et après l'intervention. Il faut dire aussi qu'on est dans une situation là avec une zone où les cobras prédominent, des serpents neurotoxiques avec des paralysies et des risques de décès très précoces. On a récemment, donc encore actuellement, par un projet du Fonds national, étendu en fait cette mesure d'incidence des morsures de serpents, mais cette fois à l'échelle nationale au Cameroun et subnationale dans toute la plaine du Teraï au Népal, avec une approche One Health, afin de mesurer en fait l'impact sur les humains et les animaux domestiques, et ainsi l'impact sur la santé et l'impact socio-économique. On fait ça avec un groupe de l'Institut de santé globale et des partenaires au Cameroun et au Népal, avec une méthodologie d'enquête de terrain assez innovante. Et voilà quelques résultats préliminaires qui confirment en fait une incidence importante des morsures de serpents au Népal. C'est comparable, même un peu supérieur à celle de la tuberculose, pour vous donner une idée, et encore plus élevé au Cameroun. Ça, c'est l'incidence humaine, avec un taux de mortalité aux alentours de 7%. On a d'autres volets de ce projet qui sont encore en cours, une cartographie d'accès géographique aux antivenins et à l'assistance ventilatoire et un modèle prédicteur du risque d'envenimation. Puis finalement, on s'est aussi engagé dans des études diagnostiques, d'une part afin d'essayer de développer un test diagnostique rapide pour détecter des composantes de venin circulants qui sont propres à certaines espèces, afin d'aider à la décision le clinicien. Est-ce qu'il faut administrer oui ou non un antivenin? Est-ce qu'il faut transférer le patient immédiatement à un hôpital où il y a une assistance ventilatoire? C'est un projet qui est encore en cours. Ce n'est pas facile de développer ces tests, pour être franc. Par contre, ce qui est abouti, c'est le diagnostic moléculaire. C'est une technique forensique où on prélève à l'endroit de la morsure avec une tige de coton un peu des fragments de salive qu'a laissé en fait le serpent pendant la morsure, et ce qui nous permet en fait de détecter des ADN qui sont spécifiques à chaque espèce. C'est une sensibilité limitée, mais ça nous a permis quand même de détecter en fait des espèces de serpents venimeux qui ne sont pas inclus dans l'antivenin quadrivalent qui est distribué dans tout le sous-continent indien. Cet antivenin contient d'ailleurs des anticorps contre des venins de 2 espèces qui ne sont pas présentes dans cette région. Donc il n'y a pas un bon match en fait entre les antivenins existants et les besoins régionaux. Alors on revient en Europe avec une histoire en fait qu'on a vécue, enfin un petit peu en différé pour être franc, il y a 2-3 ans. Un monsieur de 42 ans qui est un citoyen canadien en bonne santé habituelle, puis qui s'apprête à prendre une année sabbatique pour faire le tour du monde en Asie, en Amérique latine. Première escale, Paris, et il se promène en famille dans la forêt de Fontainebleau, et puis ils arrivent à un promontoire, il s'appuie contre un rocher, et tac, il ressent une brusque douleur la main droite, il voit un serpent qui part, il marche et il court un peu en fait jusqu'à la route pour appeler en fait une ambulance. À ce moment-là, il commence déjà à avoir des symptômes de malaise et de vomissement. Ça va perdurer dans l'ambulance et en fait il va perdre conscience à l'arrivée à l'hôpital, et il reprendra conscience de son point de vue 6 jours plus tard avec 21 kilos additionnels en raison d'un anasarque assez massif. On voit ici donc non seulement un œdème massif, mais également des hématomes extrêmement diffus qui ont nécessité d'ailleurs une transfusion. On n'a que des données partielles en fait des dossiers de l'hôpital, mais donc il est arrivé en effet en état de choc avec une extension rapide de l'œdème, d'abord local, mais après un jour il s'est généralisé avec des suffusions hémorragiques, des hématomes, une rhabdomyolyse mais sans syndrome de Loge,
et une coagulopathie de consommation modérée qui s'est rapidement corrigée. Le diagnostic de nos collègues était une envenimation vipérine de grade 3, compliquée d'un choc anaphylactique à l'admission, et il a bénéficié d'un traitement d'antivenin Vipera-Tab, qui est malheureusement un monovalent contre la vipère Péliade, puisqu'il y avait une indisponibilité de l'antivenin trivalent qui couvre les 3 vipères européennes, dont la vipère aspic, qui est de loin la plus fréquente dans la forêt de Fontainebleau. Voilà, on est donc de retour en Europe et je vais passer la parole à mon collègue Gabriel Alcoba qui va même reprendre le DGV pour arriver en Suisse. Merci. Bonjour à tous, c'est un plaisir, un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci François pour la transition. On va parler des morsures de serpents en Suisse. Ça fait à peu près 7 ans qu'on travaille avec François sur des morsures de serpents au Cameroun, au Népal, avec les HUG et au Sud-Soudan avec MSF. Aujourd'hui, je vais vous parler de morsures de serpents en Suisse. Elles ne sont pas si rares en Suisse, elles surviennent surtout d'avril à octobre et on les trouve dans les Alpes, dans le Jura, où on a 2 espèces venimeuses de vipères, et puis dans les zones humides, dans le plateau, on a essentiellement 6 couleuvres non venimeuses. On a également des morsures par serpents exotiques, je ne vais pas trop en parler, mais c'est 30 à 40% des morsures s'avèrent quand même dans les vivariums, dans les zoos, et également des amateurs qui ont chez eux des cobras, des mambas, et ça représente un danger assez important, surtout pour les enfants, les personnes âgées. Alors l'épidémiologie en Suisse, donc François a bien présenté, c'est à peu près 10 000 cas en Europe, environ 100 à 120 décès par an. En Suisse, le Toxcentrum recense 300 appels pour des animaux venimeux chaque année, et puis parmi ceux-là, donc, les serpents représentent 50 cas par an en Suisse. L'année passée, 2019, le rapport montrait 43 morsures de serpents, 80% étaient chez des adultes, et puis parmi ceux-là, 37 serpents venimeux, donc 3 domestiques. Vous voyez qu'il y a pas mal d'amateurs qui avaient des vipères italiennes, des crotales américains et même un cobra indien. Donc ça résultait en 9 morsures graves, 2 très graves, aucun décès. Heureusement, le dernier décès était en 61 chez nous en Suisse. Voilà, donc les morsures de serpents, c'est également un problème de santé publique parfois en Suisse au niveau des vaches. Là, vous voyez Totekuh wegen Schlagenbiss, ça c'était dans l'Oberland bernois. Donc le décès d'une vache suite à une morsure de vipère. Là, vous avez une vipère Péliade. Et ça montre bien que sans antivenin, même des grands animaux comme des vaches peuvent décéder suite à une morsure de petite vipère qui ne fait même pas un demi-mètre. Donc rapidement, en 2-3 diapos, l'herpétologie en Suisse, c'est uniquement des couleuvres et des vipères. Donc, pas de cobra chez nous. On a 6 couleuvres magnifiques qui peuvent faire à peu près 1,50 m. Elles sont toutes inoffensives et presque toutes protégées. Vous voyez les couleuvres d'Esculape, verte et jaune, cornelle lisse. Couleuvre à collier, très connue. La couleuvre vipérine qui ressemble à une vipère mais qui a les yeux bien ronds tout en bas. Et chez nous, quand on se balade dans le bois des Mouilles, tout près d'ici, dans les zones humides, on a souvent des couleuvres à collier. Là, vous voyez une belle couleuvre à collier tout près d'une petite grenouille là. Elles font quand même jusqu'à 1,40 m pour les femelles. Elles sont inoffensives, timides, très protégées. Ça mord, mais c'est rarement douloureux et jamais envenimé. Par contre, les vipères, donc c'est difficile à distinguer. Il y a 2 types de vipères en Suisse, les vipères aspic, la vipère Péliade. Vous voyez qu'elles ont des patterns assez complexes avec des zigzags sur le dos. Elles peuvent être aussi complètement noires, donc les vipères mélaniques. Et honnêtement, de loin, difficile à distinguer. Simplement, elles ont des corps assez musclés et des toutes petites queues fines qui s'effilent, contrairement aux couleuvres qui sont beaucoup plus allongées. C'est plus facile de les distinguer géographiquement, simplement parce que les vipères aspic sont plutôt au sud et en Suisse occidentale. Vous voyez ici, essentiellement dans les Alpes valaisannes, dans le Jura également, dans le Tessin, un petit peu dans l'Oberland. Et puis la vipère Péliade, qui s'appelle Berus, Vipera Berus, qui est surtout la vipère des Vikings scandinaves, et puis qui causait morsure en Angleterre, en Scandinavie. J'ai vu une patiente suédoise avec un syndrome de Loge assez impressionnant. Et puis celle-ci, on la trouve en Suisse, essentiellement dans les Grisons, et plutôt donc la Suisse orientale. Quelques mots sur la physiopathologie. Donc les vipères européennes et tropicales, elles causent surtout une coagulopathie de consommation. C'est suite à un cocktail d'enzymes et de toxines, avec des hémorragies systémiques par lésions endothéliales, fuites vasculaires, jusqu'à l'anasarque, comme montrait François tout à l'heure. Également des lésions cutanées et musculaires, des phlictènes, des syndromes de Loge et des nécroses. Donc vous voyez, c'est assez diversifié. En termes de serpents exotiques, c'est à peu près la même chose. Et en plus, on voit une paralysie neuromusculaire, myotoxicité, rhabdomyolyse, et puis également parfois des lésions myocardiques, des arythmies et des insuffisances rénales aiguës.
En termes de toxinologie, c'est la toxinologie, donc l'étude des toxines, c'est assez complexe. Chaque venin peut contenir jusqu'à 100 toxines différentes qui sont des enzymes, des toxines. On parle de phospholipase A2, de métalloprotéase. La même enzyme peut causer des syndromes, vous voyez, orange, bleu, vert, donc hémorragiques, cytotoxiques ou neurotoxiques. Et puis, donc, nous, on résume ça simplement pour simplifier en termes de cocktails de toxines qui font des syndromes cliniques. Et puis, c'est assez important parce que chaque antivenin doit en réalité cibler des dizaines de toxines différentes. Le même antivenin n'est pas comme un anticorps monoclonal qui est juste un épitope. Ils doivent cibler plusieurs épitopes en même temps. Donc l'approche pratique en Suisse, c'est assez simple. Si vous faites mordre et que vous voyez une rangée semi-circulaire dedans, c'est très certainement une couleuvre. Et puis quand vous voyez 2 crochets, ou un, si la vipère a mal visé, c'est typiquement une vipère. Vous voyez que c'est un appareil assez sophistiqué, ici, de la vipère. Les couleuvres sont non venimeuses, c'est assez difficile à distinguer, vous n'allez pas trop vous approcher de la couleuvre, elle va s'échapper, mais vous voyez qu'il y a 2 grandes écailles sous les yeux, tout ça c'est assez compliqué. Ce qui est assez important, c'est quand elles font plus de 90 cm, vous pouvez être sûr que c'est une couleuvre en Suisse. Quand elles sont petites, moins de 5 cm, c'est plutôt des vipères. Elles sont plutôt dans les zones rocailleuses, les vipères, et les couleuvres dans les zones humides. Mais voilà, tout ce qui est pupilles rondes, pupilles fendues, et puis les écailles, c'est assez du détail, et ça, vous n'allez jamais faire attention à ça dans la nature. Donc dans la nature, en extra-hospitalier, que faire? Rester calme, il ne faut surtout pas courir, il ne faut pas essayer de capturer le serpent, plutôt l'identifier de loin. Si vous avez de la chance, vous pouvez prendre une photo s'il ne bouge pas trop, mais en général, il s'éloigne, et vous aussi. Il faut allonger la victime en position latérale de sécurité s'il est inconscient, et puis éviter de courir. La tachycardie en fait, augmente la diffusion de venin. Désinfecter la plaie, surtout pas l'aspirer, pas d'aspi-venin, ça peut créer des nécroses. Et puis immobiliser, utiliser un bandage non compressif, et puis du paracétamol, du tramadol, mais pas d'INS, évidemment à cause du risque d'hémorragie. Et transporter sans perdre de temps, vraiment, pas attendre l'apparition de symptômes avant d'aller consulter. La gradation clinique, on distingue ces 4 grades classiques, donc morsure blanche, c'est-à-dire qu'il y a juste la trace de crochet sans œdème, la morsure mineure qui contient juste un œdème local mais sans signes généraux, et puis ensuite vous avez les grades 2 et 3 qui sont les grades sévères, avec un œdème régional, ça peut atteindre la moitié du membre, avec des hypotensions, des malaises, vomissements. Ça reste relativement modéré et avec une stabilité hémodynamique. Au stade 3, on parle d'instabilité hémodynamique avec un œdème extensif, parfois au-delà de la moitié d'un membre, atteignant le tronc, donc avec évidemment des hypotensions prolongées possibles, des réactions anaphylactoïdes dues au venin. C'est assez bien corrélé avec la véninémie, entre 1 microgramme par litre et plus de 100 microgrammes par litre. Et puis en termes de fréquence, il y a une petite étude en Valais sur 99 patients qui montre que en fait, la majorité ont des stades 1-2, donc 42% mineurs, 40% modérés et 10% quand même sévères, stade 3. Les critères pour administrer l'antivenin, c'est les 7 critères de l'OMS qu'on utilise aussi bien chez MSF sur le terrain qu'ici à Genève quand on a un appel. C'est la neurotoxicité, donc toute ptose, paralysie faciale, paralysie respiratoire, les hémorragies spontanées, le sang incoagulable avec une altération de la crase ou un test de coagulation prolongé, et puis les anomalies cardiovasculaires, bien sûr, toute hypotension, choc, arythmie. Et ensuite, les envenimations locales sévères, c'est l'œdème aigu, plus de la moitié du membre, un œdème rapidement progressif, plus de 15 cm par heure, ou 2 grosses articulations. Et puis les morsures des extrémités, ça c'est surtout les extrémités qu'on veut sauver, c'est en raison du risque d'amputation pour les petites extrémités. Le traitement spécifique, je ne vais pas parler en détail de toute la réanimation cardiovasculaire, je ne suis pas urgentiste, mais c'est assez semblable à toutes les autres conditions. Ce qui est très spécifique, c'est l'immunothérapie par vipère-FAV, donc ça c'est l'immunoglobuline, c'est des fragments FAB2', qui sont utilisés, c'est des produits équins, donc de cheval, donc avec un risque de réaction anaphylactique, de réaction pyrogène et de maladie sérique. On donne en général 4 millilitres dilués dans 100 millilitres de NaCl, environ 50 millilitres/heure. On peut aller jusqu'à 2 millilitres minute, et puis toujours en IV. C'est absolument inutile de le donner en intramusculaire. Il y en a qui faisaient ça. Vous voyez ça dans certains guides militaires, mais en fait, ça ne sert à rien de le donner en intramusculaire. C'est pratiquement inutile. Ça peut être répété jusqu'à 2 fois à 5 heures d'intervalle.
Il y a des études sur les doubles, triples doses sur les viperfaves européennes et au-delà de ça, ça ne sert pas à grand-chose. On l'utilise à près de 10% des cas. Il y a d'autres antivenins en Europe, comme le viperatab que mentionnait François, mais il est monovalent, alors que celui-là, le viperfave de Sanofi, il est trivalent sur les 3 espèces européennes les plus importantes. Comme je vous disais, donc des réactions secondaires, anaphylactiques, pyrogènes, maladie sérique. La maladie sérique, elle peut aller jusqu'à 3 semaines après, donc c'est pas mal de monitorer les patients, surtout s'ils se présentent avec des arthralgies, adénopathie, état fébrile, et puis parfois ils ont besoin de stéroïdes. Très simplement, le suivi clinique post-antivenin, c'est ces 3 objectifs de stabilité hémodynamique, bien sûr, dans l'heure, stabilité respiratoire si c'est une morsure neurotoxique, et puis la restauration de la coagulation. Là, on s'attend à une restauration dans les 6 heures à peu près de la crase. Ça peut rebondir après, parce que parfois le venin a une demi-vie plus longue que l'antivenin. Et puis, bien sûr, d'éviter les nécroses, les débridements, les syndromes de Loge avec des fasciotomies, et heureusement assez rarement ici à Genève, des amputations. Et puis, ça, c'est à peu près dans les 2-3 jours que ça survient. Voilà. Pour finir, on a un catalogue des antivenins disponibles. Donc, vous avez toujours le Toxentrum que vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler la médecine tropicale si jamais. Mais le Toxentrum 24/24. Et puis, antivenin.ch, c'est un catalogue des antivenins qui est mis à jour tous les 3 mois avec toutes les pharmacies suisses. C'est un consortium aussi avec l'Allemagne, avec Munich. Et puis là, vous voyez, on avait fait, avec nos collègues du CHUV également, un catalogue. Vous voyez tous les antivenins, les syndromes, et puis le type d'antivenin qu'on veut par continent. En gros, il y a des polyvalents par continent ou par sous-région qui sont assez utiles. Et puis, voilà.